De cette, an- de cette analyse stratégique, vous tirez des conclusions. Vous allez donc recruter ces enseignements sur votre stratégie. Et quel meilleur endroit, quel, euh, quel meilleur, vous allez donc recruter ces enseignements sur votre stratégie. Et quel meilleur endroit pour faire ça, notre marketing mix. Si vous vous souvenez, plus avoir entendu parler du marketing mix, ne paniquez pas. Et prenez le temps pour revoir le premier chapitre dans la première partie. Si vous avez une vague idée, c'est que mais que familier est un bien grand mot. Peut-être dans le schéma suivant suffira à vous rafraîchir la mémoire. Là, on voit un schéma où on montre le marketing mixé au centre du produit, de la discussion, de la promotion et du prix. Un autre moyen pour passer une connaissance en mémoire à long terme est de l'appliquer ou de faire quelque chose avec. Cela vous permet de former des associations. Pour que vous n'oubliez jamais ce que c'est le marketing mix, nous allons construire le marketing mix de Mimine. Avant, je vous montre. Vous êtes là? Je suis là. Oui. Avant, je vous montre comment j'aborde la question. Prenez le temps d'essayer de le faire vous-même en partant d'une page blanche. Dessinez 4 carrés sur une feuille de papier. Donnez le titre correspondant à chaque élément de marketing mix de mémoire si vous arrivez. Complétez chaque partie de mots-clés représentatifs de votre stratégie. Dans un premier temps, ne vous embêtez même pas à faire des phrases. Notez que le marketing mix que je vais vous proposer n'est pas une correction ni une vérité absolue. C'est en testant une stratégie qu'on peut savoir avec certitude si elle est adaptée ou non. Avant cette phase de test, ce n'est qu'hypothèse ou attente d'être confirmée ou refutée. Utiliser des mots-clés plutôt que des phrases vous sera très pratique pour rapidement noter ou manipuler vos idées. Si dans un deuxième temps, vous voulez communiquer ces idées, vous devez les expliciter un peu plus. Produit. Mimine propose des vêtements évolutifs pour son enfant. Pendant notre étude de marché, notre analyse, nous avons identifié plusieurs opportunités de produits. Une première hypothèse serait qu'il y ait une demande potentielle pour un produit de plus haute gamme que Littlewood. Le compétiteur direct de Mimine dans la conception, Arnaud et Zoé auront donc potentiellement intérêt à améliorer la qualité des vêtements plutôt que de baisser pour faire des économies sur le court terme. D'autre part, une demande pour un produit éco-responsable, vous pourriez donc suggérer à nos oeufs de n'utiliser que des teintures végétales pour en faire et augmenter un argument marketing. Vêtements évolutifs, on offre des vêtements évolutifs pour enfants. Monsieur, j'ai une question d'abord. Oui. Monsieur, en entreprise, non, c'est mieux parce que je sais qu'on disait toujours, on a une vision sur le court terme et sur le long terme. Qu'est-ce qui est plus important selon vous? La vision sur court long terme. Oui, sur l'évolution de l'entreprise. Ça dépend de l'activité que offre, ou bien ça dépend de l'offre que cette entreprise détient, tu vois. Il y a Je vais vous donner un peu. Voilà, il y a des offres à caractère service, par exemple. Si tu as une entreprise qui a des offres à caractère service, le mieux serait d'établir des stratégies ou bien des objectifs de cette entreprise-là à long terme. Pourquoi? Parce que le service renvoie à une idée, à une technique, à une expérience que tu as et que tu veux mettre à la disposition des entreprises que tu veux vendre. Maintenant, l'idéal serait de projeter ce genre de projet à long terme. Pourquoi? Parce que le temps que ta cible a pris pour faire connaissance à ton offre, faire connaissance de ton offre, seulement cette cible à elle seule peut prendre minimum 6 mois, voire 8 mois, pour chercher à comprendre parfaitement ce que tu veux lui dire dans ton service. Donc, il y a des services que tu peux proposer qui sont vraiment innovateurs et des entreprises décident d'entrer en contact avec toi
après un an. Tu vois un peu. Bon, maintenant, si c'est une entreprise à caractère offre du genre produit de consommation comme celle de Miminsi ou bien des produits de consommation qu'on connaît là, supposons une entreprise d'eau, une entreprise de vente de chocolat, ça dépend. Là, tu peux avoir des objectifs à court terme et à long terme, et même prioriser à court terme, parce que là, tu as sur la main un besoin direct qui est demandé sur le marché. Donc, du coup, si tu projettes tes objectifs en disant si je veux que dans 3 mois maximum, j'ai pu faire sortir un stock de plus de 50 000 bouteilles d'eau, palettes d'eau dans mon stock. Je sais pas si tu comprends un peu. Donc, fixe ces objectifs donc maintenant en disant que bon, j'ai en stock 50 palettes d'eau que je dois écouler. Donc, je dois mettre une stratégie sur pied pour que d'ici 2 mois, 3 mois, j'ai écoulé tout ça. C'est faisable. Donc, on fixe l'objectif d'une entreprise en fonction du service que cette entreprise offre. Si l'offre est un service, il est préférable de le fixer à long terme parce que la majorité des entreprises qui offrent des services n'arrivent pas généralement à leur entreprise ne vive pas longtemps. Pourquoi? Parce que à peine ils ont mis sur pied cette entreprise à caractère service-là, ils ont cru que dans 2 mois, 3 mois, on va commencer à les appeler pour dire que venez nous faire ça, venez nous faire ça. Non, non. Je te prends un peu le cas de mon entreprise. Ça fait exactement 10 ans que je suis dans le métier du digital. Et pour qu'on commence à me prendre au sérieux, il a fallu chômer pendant au moins 3 ans et demi. Et pendant les 3 ans et demi, j'étais en train de renforcer la structure interne du projet. Donc, ce que j'avais en idée, la première fois que j'avais pensé, quand je finissais par lancer un pub agency, en réalité, c'était le jour et la nuit avec ce que je pensais quand j'étais dans les débuts. Or, je suis bien conscient que même à l'époque-là, si je rendais vraiment les services à ces gens, je suis sûr que ça devait être des services à catastrophe. Parce que je n'avais pas tout ce qu'il faut sur la main pour faire en sorte que ces clients soient satisfaits. Aujourd'hui, j'ai la capacité de prendre le contrôle d'une entreprise et de lui accroître son chiffre d'affaires via son site Internet. Chose que beaucoup d'entreprises n'ont pas la capacité. Chose que beaucoup d'entreprises ne savent pas comment faire. Pour beaucoup, s'ils ont une entreprise, il faut qu'ils aient un site Internet, comme si c'est tout simplement une norme. Ils ne savent pas que si ils ont fait un chiffre d'affaires au niveau du service commercial de telle valeur, ils peuvent faire le triple au niveau du service commercial du site Internet. Ils ne le savent pas. J'ai donc conçu ce projet. Il a fallu que je prenne vraiment le temps de mûrir ce projet avant de commencer à être présent sur le marché. Donc, ça a pris franchement de temps. Et si c'était une approche où je m'étais dit que dans maximum 3 mois, il faut que je commence à avoir l'argent, alors là, je ne serais pas en train d'exister aujourd'hui. Donc, l'entreprise va sur le marché en fonction du service qu'il offre. Si l'offre, c'est un service, il est préférable. Pour moi, il est préférable d'avoir une projection sur le long terme. Pourquoi? Parce que si c'est un service que tu offres, une année tu peux prendre une année seulement pour chercher à connaître ta véritable cible. Je dis bien une année. Une année, tu peux prendre une année seulement pour connaître la cible que tu vas aller chercher sur le marché. Deuxième année, pour comprendre ton propre projet. Parce qu'il y a des personnes là-dehors qui ont des entreprises, mais ne comprennent même pas d'abord même ce qu'ils offrent aux gens. Donc, il faut même d'abord comprendre ton affaire personnellement. Donc, 2 ans, voilà 2 ans que tu as pris seulement pour la cible et la bonne connaissance de ton affaire. Troisièmement, tu peux prendre la 3e année pour avoir les bonnes personnes autour de toi. Tu ne peux pas travailler seul. Et pendant que tu ne peux pas travailler seul, comme tu n'as pas encore d'argent, tu ne peux pas donc plus donner de salaire à quelqu'un. Donc, il faut des personnes qui croient à ton idée pour t'accompagner pendant et il te faut au moins 1 an pour chercher ce genre de personnes. Parce que de temps en temps, des gens vont venir, ils vont se rendre compte que tu leur donnes rien, peut-être et tout, ils disparaissent. Maintenant, il faut que tu aies beaucoup de chance pour qu'en 1 an, des personnes vraiment qui croient en toi t'accompagnent. Et la 4e année,
tu peux commencer à envoyer tes propositions de services. On t'appelle au moins. Je dis bien, on t'appelle au moins. On t'appelle au moins. Ce n'est pas pour te dire qu'on est passé à l'action, mais on t'appelle au moins. Donc, voilà une entreprise qui a pris 4 ans seulement pour arranger d'abord les contours et les retours de son service. Et c'est la 5e année que tu peux commencer à arracher quelques petits contrats. Quelqu'un te dit que bon, vraiment, c'est ceci, et tout, et tout. Maintenant, si tu es un fin marketiste, moi, par exemple, j'ai pris 3 ans plein pour faire asseoir la notoriété de mon entreprise. Pourquoi? Parce qu'à la base, je suis un stratège marketing. Si tu n'es pas stratège, même 6 ans, tu vas prendre pour faire le travail que j'ai fait en 3 ans. Je pense au moins 6 ans. Donc, ça dépend de ce que l'entreprise offre. Si c'est des offres à caractère produits de consommation, on peut avoir un objectif sur 2 mois. Ça marche parce que c'est des produits en stock qu'il faut écouler. Mais si c'est des produits de service, si c'est des offres de service, alors là, pour éviter l'ABC, autant mieux investir et de dire que tu attends 3 ans, 4 ans. Moi, par exemple, quand je suis généralement en consultation, je fais toujours savoir au chef d'entreprise que j'espère que comme tu as investi dans ce projet à offre de service-là, tu as une autre source de revenus. Hein? J'espère que tu as une autre source de revenus parce que il ne faut pas que si quelqu'un même a fait l'erreur de te faire confiance, l'argent va te servir de vivre chez toi, mon ami. Tu vas chuter très mal. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Yep. En tout cas, c'est... Est-ce que... Bon, on va maintenant sur la base du prix. Est-ce que je dois absolument chercher à être moins cher que mes concurrents? Un prix n'est qu'une indication de valeur d'un produit. Si votre prix ou vous indiquez qu'il a de la valeur, ce positionnement d'artisan couturier haut de gamme permettra de justifier le prix de vente 20% supérieur à celui de Little Wood. Cela compenserait les coûts de production supérieurs supérieurs tout en restant dans le budget de Léonie, notre cliente type 480 € par an. Distribution. Pour me développer, est-ce que je dois essayer d'ouvrir le plus de points de vente possible? Pas forcément. Si vous ne vendez pas de produits de grande consommation, pas nécessairement. C'est d'ailleurs une autre puissance du marketing digital. Vous arrivez à canaliser tout votre clientèle en un seul site. Alors, un seul point de vente ne peut suffire à lui-même. Cela dit, avant d'avoir de forces phrases de marketing nécessaires, vous pouvez clairement distribuer vos produits sur des plateformes qui ont déjà des clients. Arnaud et Zoé chérissent l'idée d'avoir leur propre boutique en ligne avant qu'ils n'investissaient dans le développement de leur site e-commerce. Vous pourriez leur conseiller d'évaluer leurs demandes pour leurs produits en les distribuant sur d'autres plateformes. Par exemple, ils pourraient commencer par créer une campagne de crowdfunding sur un Kickstarter ou un KissKissBank. Un KissKissBankBank. Ça, je ne connais pas un Kickstarter. Si la campagne atteint son objectif de financement, cela démontrera qu'il y a bien des gens prêts à payer pour le produit Mimi, puisque les donateurs peuvent recevoir des vêtements en échange de leurs dons. On peut le considérer comme un canal de distribution, comme s'ils achetaient indirectement. Et c'est comme un autre canal de distribution potentiel, potentiellement plus pérenne qu'une plateforme de crowdfunding. Ce site de e-commerce, ça veut dire que la communauté mondiale du FEM en échange de commission de 3,5% sur chaque vente. Ce site permet aux créateurs de créer leur boutique Etsy et de toucher jusqu'à 24 millions d'acheteurs de produits FEM. Le risque est minimum et l'opportunité est colossale, d'autant plus que les valeurs de produits industriels des concurrents de Mimi ne pourront pas aller suivre ce canal. Si les opportunités de développer un réseau de distributeurs physiques se présentent, alors Arnaud et Zoé étudieront cela. Dit, dans un premier temps, ils ne vont pas activement prospecter dans cela. Au lancement des produits, ils ne seront
distribuer que sur des plateformes externes en fonction de 3 mois sur ces plateformes. Vous conseillerez ou déconseillerez en eux de créer leur boutique sur mimine.fr. En attendant, il peut toujours acheter le nom de domaine et faire un blog pour commencer à communiquer sur la marque. Si les 3 premiers mois sont concluants, vous pouvez présenter 3 options à nous résoudre pour le développement de cette boutique. Embaucher un développeur si le succès est fulgurant, que la distribution devienne une partie centrale de l'activité de Mimine. Alors, cela pourrait justifier le fait d'avoir quelqu'un en interne pour créer et modifier la boutique. Le fait de développer par une agence, si le succès est au rendez-vous, mais encore là, pas suffisant pour payer les services d'un développeur en interne. Ou une autre option qui serait de développer la boutique par un prestataire externe. Les développer eux-mêmes. Si pour des raisons financières, les 2 options précédentes ne sont pas envisageables, à nous, ils pourront utiliser un outil de création de site. Ces outils sont conçus pour être très faciles à prendre en main, même les personnes sans bagage technique. Une fois j'ai un point de vente, une fois que j'ai un point de vente, comment faire pour y attirer les clients? La promotion. Pour assurer la promotion, ce produit de mimine.fr, vous pouvez compter sur un arsenal de techniques d'outils. Certains sont gratuits, d'autres payants. Vous apprendrez à bien choisir vos techniques au fur et à mesure que vous explorez les différentes spécialités du marketing. Pour ça, il n'y a pas de miracle. Vous devez continuer votre formation au-delà du cours. En attendant, je vais les sélectionner pour vous. Dans les grandes lignes, vous pouvez commencer avec de la promotion directement sur Etsy, du marketing continu sur un blog, peut-être des tutoriels de couture sur YouTube, et l'animation de communauté, principalement sur Facebook, Instagram et Pinterest. Intéressant, hein? Ça, c'est très intéressant. Un emailing régulier auprès de vos premiers clients. Si vous finissez par créer la boutique sur mimine.fr, vous pouvez... Monsieur, patientez un peu pour que la partie ici, l'autre jour, j'avais besoin d'un cours sur ça. Attendez un peu, je vais copier ça et noter dans mes notes. C'est très important. Logiciel de CRM. Oui. Du marketing de contenu sur un blog et peut-être des tutos que tu veux. Un emailing auprès de vos premiers clients. Si vous finissez de créer la boutique Mimifin, vous pourriez booster les ventes au sein de la publicité en ligne sur les Facebook et Google Ads, le public reportage sur les médias, les clients, les médias que les clients y consomment. L'allocation de la base de données pour toucher les jeunes parents. L'automatisation de votre gestion de la relation client avec un logiciel de CRM. À la fin du résumé, je vais vous expliquer un peu un truc, monsieur. Vous l'aurez compris que la lecture de ce chapitre, une bonne stratégie marketing n'est pas liée à une offre parfaite. Il s'agit plutôt de comprendre ce qui nous rend unique et de s'adresser à un marché intéressé par nos valeurs ajoutées. Se servant d'équilibre, se trouver existant. Tout d'abord, l'utilisation de la matrice SWOT permet d'identifier les forces, faiblesses, opportunités, menaces liées à son offre. Puis, il suffit d'intégrer les résultats de ces SWOT au marketing initial. Ainsi, les produits de distribution en promotion mettront en lumière les meilleures offres, les meilleurs atouts de l'offre. À ce stade, vous avez déjà planifié vos efforts et objectifs clairs d'une étude de marché, une stratégie optimale. Il ne vous reste plus qu'à traduire toutes ces réflexions sur un plan d'action. OK. Parce que personnellement, moi, je vais lancer... Vous êtes avec moi, monsieur? Je suis là. Moi, je vais lancer... D'ici, j'ai prévu le lancement pour jeudi, une boutique en ligne. Vous voyez un peu? J'ai prévu le lancement de ma boutique en ligne jeudi. Et j'étais en train de parler avec certains commerciaux qui vont travailler avec moi, des stratégies de communication. Ils ne savaient pas comment exprimer ça. Mais à partir de ces petites explications-là, je pense qu'ils vont vite comprendre.
Donc là, je ne sais pas si vous avez expliqué, mais on entre maintenant dans la phase du module 6, à gérer la relation client en ligne. Oui, attends, j'explique encore un peu. Voilà, donc nous avons terminé avec la partie qui concerne l'analyse de la matrice SWOT, qui est une matrice formidable qui permet à tout entrepreneur ou à qui que ce soit de savoir exactement là où il va. Aucun entrepreneur, aucun chef d'entreprise, même s'il est talentueux, comment, même si tu as quoi dans, et en plus que ça ne renvoie pas à l'argent, ça n'a rien à voir avec l'argent. Tu sais, quand on veut mettre sur pied un projet, l'argent est le dernier élément, n'est-ce pas? L'argent est le dernier élément qui peut intéresser l'entrepreneur. Ici, on est en train d'apprendre en réalité comment tu vas désormais mettre sur pied, établir ton plan marketing. Donc, là où on sort là, on était en train de te dire comment tu dois désormais rédiger ton plan marketing. Comment tu dois mettre sur pied ton plan d'action partant des objectifs que tu veux atteindre. Ça dépend de ce que tu veux offrir comme service. Ça dépend de ce que tu as comme offre. Si c'est à long terme ou à court terme. Comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est une offre de service, le mieux serait de le projeter à long terme pour ne pas être coincé. Si c'est une offre de produit de consommation, tu pourrais la projeter à court terme. Ici, donc, il est question que tu saches comment rédiger donc un plan marketing pour ton entreprise, pour ce que tu t'apprêtes à faire ou bien pour ce que tu peux faire pour une organisation. On a vu, quand on commençait cette formation, comment mettre sur pied une stratégie marketing mix. On a dit que la stratégie marketing mix reposait entre 4 éléments fondamentaux. Le produit, le prix, promotion et distribution. Ces 4 éléments sont des éléments à mettre sur pied avec beaucoup de technicité et de stratégie, beaucoup de réflexion. Ça ne se met pas en place n'importe comment. Donc, quand tu t'apprêtes à rédiger un plan marketing, tu fixes un objectif dans ton plan marketing, sur le long, sur le court terme, ça dépend du service ou de l'offre. Tu définis maintenant, tu dis par exemple que quand une stratégie de peut-être de Yann e-commerce, je ne sais pas trop. Stratégie marketing mix de Yann, quoi, je ne sais pas trop. Pendant ce temps, tu as d'abord fait un premier gros du travail qui était l'étude du marché. Tu as d'abord étudié le marché. Parce que tu n'entres pas dans un plan marketing sans étudier le marché. Est-ce qu'on se comprend? Le marché, ses attentes. Voilà. Et généralement, si tu veux savoir qui est la personne qui détient le marché dans l'activité que tu fais, fais référence à Google. Google va te dire qui est la personne qui détient les grosses parts de marché dans l'activité que tu veux offrir comme service. Tu étudies cette entreprise minutieusement. À ce niveau, vraiment, tu ne cours pas. Tu étudies cette entreprise minutieusement parce que c'est cette entreprise qui va te permettre d'établir ta matrice SWOT que tu vas greffer à ton marketing mix. Est-ce qu'on se comprend bien? Oui, monsieur. Quand tu as donc fini d'étudier ton concurrent jusqu'à tu as tout ce qu'il faut, alors, tu rédiges donc ton plan marketing partant de ta matrice, de ton marketing mix. Produit, tu détailles, tu dis tout ce que tu as comme produit. Donc, quand tu pars dans stratégie produit, tu ressors tout ce que tu as comme produit. Et dans ça, rassure-toi que les produits que tu as ne sont pas des produits à péremption ou bien je ne sais pas trop. Tu évolues. Prix. Mon concurrent vend ce que je vends, c'est à tel prix. OK. Stratégie prix.
tu fixes le tien. Tu fixes le tien. Distribution. Comment tu vas t'y prendre pour que le champ de ton affaire soit si large? Tu es en train de former un marketing digital. C'est un avantage que beaucoup n'ont pas. Donc, forcément, tu ne saurais échapper à un plan de distribution par le digital. Voilà. Promotion. Tu te demandes donc, est-ce que je suis capable de mettre sur une promotion qui peut me permettre que deux produits achetés donnent droit à un produit, je ne sais pas trop, quelque chose de ce genre. Tu établis. Quand tu as fini ça, tu ouvres le grand 2 avec la matrice et l'analyse SWOT. Tu te demandes maintenant que, bon, est-ce que mon concurrent, comment il se présente sur le marché? En réalité, c'est quel genre de personne? Il est question que tu identifies ici les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces que tu vas rencontrer sur ce terrain. Il est important que tu les regroupes. Force. J'ai quelle force par rapport à mon concurrent? Je dis bien que la matrice SWOT se rédige en fonction de son concurrent. J'ai quelle force par rapport à mon concurrent? Si je n'ai pas de force par rapport à mon concurrent, à quel niveau donc je peux défier mon concurrent? Peut-être que tu peux défier ton concurrent au niveau de la distribution, au niveau de la promotion, au niveau des produits. On ne sait pas. La matrice SWOT va t'aider à te fixer. Faiblesse. J'ai quelle faiblesse par rapport à mon concurrent? Opportunité. J'ai quelle opportunité par rapport à mon concurrent? Une chose est sûre. Là où il y a catastrophe, là où il y a conflit, là où il y a menace, faiblesse, il y a opportunité. Je dis bien ceci. Si tu te retrouves dans une situation un jour où il y a des événements vraiment catastrophiques, si tu te retrouves dans une situation un jour où l'environnement est critique, les gens ont peur de mourir, je ne sais pas trop, sache que dans cette affaire-là, il y a une opportunité à saisir. Donc, tu vas te demander donc quelle est mon opportunité que moi j'ai dans cette affaire. Menace. Qu'est-ce qui peut vraiment m'arriver si jamais j'entre dans cette approche? Comment je peux m'y prendre? Quand tu as fini de rédiger ça, tu te dis maintenant que bon, je pars maintenant sur le marché chercher qui exactement? Tu dois savoir qui tu pars chercher. Tu définis tes cibles. Au cœur de tes cibles, primaire, est-ce que c'est la diaspora que tu veux? Est-ce que c'est les Camerounais? C'est à toi de voir. Cible secondaire, est-ce que c'est des clients potentiels? C'est des voyageurs? Est-ce que c'est des hommes d'affaires? C'est à toi de voir. Néanmoins, le plan d'action, le plan marketing, c'est un document que tu rédiges et que tu exécutes. Quand tu entres sur le marché, quand tu entres sur le marché, tu l'exécutes. Et la personne qui n'a pas fait ce travail a priori, tu vas te rendre compte que tu seras différent de lui. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, des gens ont des projets, conçoivent des projets, mais ne prennent pas la peine de rédiger tout ce document. Et parce qu'ils n'ont pas rédigé ce document, ils se rendent compte à un moment donné qu'ils sont confrontés face au mur. Je ne sais pas si on se comprend. Ils rencontrent le mur à un moment donné, ils ne peuvent plus rien faire. Si dans une approche promotionnelle de ton entreprise, tu as décidé d'utiliser le digital comme moyen de distribution, ça veut dire que tu dois avoir des contenus de qualité. Donc, le genre de contenu marketing que tu mets en place, c'est des contenus de qualité, des contenus à faire rêver. Je vais te dire une chose. Un web marketeur, c'est un rêveur, c'est un faiseur de rêves. Un web marketeur, c'est un faiseur de rêves. Quand on voit un web marketeur, il doit donner l'envie aux gens de vivre. Tu dois donner l'envie aux gens d'avoir espoir. Quand les web marketeurs, c'est des rêveurs, c'est des faiseurs de rêves. Quand tu animes une communauté, principalement Facebook, fais rêver ta communauté. Fais de telle sorte que ta communauté, à tout moment, se dit qu'ils veulent être comme toi.
sais pas si tu comprends bien. Ça révèle des stratégies de promotion. Voilà, donc c'était à quoi renvoyait cette partie dans laquelle il fallait tout d'abord montrer à quoi servira la matrice SWOT et qui est une matrice qui permet naturellement d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces liées à une offre. N'entre jamais sur le marché sans savoir quelles sont les forces, les menaces, les faiblesses, les opportunités de ton offre. Jamais tu vas te faire du mal. Voilà. Si on a fini avec cette partie, on entre dans une autre partie fondamentale du marketing digital. On entre dans une autre partie fondamentale du marketing digital parce que si on a fini avec le plan de rédaction d'un plan marketing, ça signifie qu'il faut que tu saches comment gérer donc ces gens en ligne. Gérer les gens en ligne, c'est des gens que tu ne vois pas. C'est différent des personnes en face de toi. Ça révèle une stratégie qui ne dit pas son nom. Voilà pourquoi on entre dans le module 6. Donc, tu peux lire. D'accord. Module 6, gérer la relation client en ligne. Maintenant que le plan marketing n'a plus de secret pour vous, je vous ai donné d'autres clés pour vous aider à l'exécuter et l'améliorer. Premièrement, un outil d'analyse, l'entonnoir de conversion, un concept fondamental, le cycle de vie du client, une méthodologie incontournable, AIDAR. Cette partie a pour objectif de vous donner une vision plus globale de la relation client en ligne. La relation client en ligne. Avec cette perspective supplémentaire, il sera beaucoup plus facile pour vous de porter un regard critique sur vos actions et d'améliorer leurs performances. Analysez le parcours des prospects jusqu'à l'achat. En marketing, vous ferez beaucoup plus d'analyses et de tests. Pour chaque action marketing mise en place, vous devez comprendre pourquoi elle a fonctionné ou non. Cette attitude vous permettra d'optimiser vos actions et d'arrêter d'utiliser certaines techniques ou de commencer à en utiliser de nouvelles, d'ajuster vos prix, votre produit ou votre stratégie de distribution. En d'autres termes, c'est en faisant des tests que vous finirez par trouver la stratégie qui vous permettra d'atteindre au milieu de vos objectifs. Comment savoir quels sont les points forts et les points faibles de ma stratégie? Afin de tirer des conclusions pertinentes, vous devez voir votre marketing mix et l'ensemble de vos actions marketing comme un système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments considérés dans leur relation à l'intérieur d'un tout fonctionnant de manière unitaire. Autrement dit, voyez que chaque élément de votre marketing mix et chaque technique de votre marketing que vous allez utiliser comme étant interdépendant sur le web ou ailleurs, une stratégie marketing gagnante est en avant tout une combinaison de bons choix marketing. Ça vous paraît abstrait. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. La notion de système est difficile à présenter pour beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on utilise l'image de l'entonnoir. On montre une entonnoir et des petits cercles qui descendent. L'image de l'entonnoir de conversion. L'entonnoir de conversion, aussi appelé tunnel de conversion, est un schéma qui permet de visualiser le parcours d'un visiteur étape par étape jusqu'à ce que celui-ci soit converti. Selon vos objectifs, le mot converti peut vouloir dire des différentes choses. Vous pouvez vouloir convertir votre visiteur, un simple utilisateur, en abonné, en client, en donateur, en recommandeur. C'est très vrai. Chaque étape de parcours vers la conversion correspond à un sous-objectif, une micro-vision. Lire un texte, faire défiler ou scroller la page de haut en bas. Cliquez sur un lien ou un bouton. Regardez un article, ajouter au panier, remplir le soumettre le formulaire. À chaque étape, le visiteur avance ou quitte l'entonnoir. Lorsqu'il quitte l'entonnoir, ça met ainsi. Et en effet, ce sont les pertes de trafic qui donnent nos schémas sa forme d'entonnoir. Si 100% des visiteurs se convertissaient, alors le schéma aurait une forme rectangulaire. Le nombre de visiteurs que vous perdez par rapport à votre nombre total de visiteurs s'appelle le taux de perdition ou churn rate.
L'intérêt de l'entonnoir de conversion est donc de visualiser les étapes du parcours utilisateur. Vous perdez plus de trafic que vous ne devriez. Il permet assez facilement de voir quels sont les points faibles de votre stratégie marketing, de les analyser, de faire les tests pour y corriger. Entonnoir avec problème de perdition. Parce que si on voit 100%. Okay. B. Structurez votre entonnoir de conversion selon le cycle de vie du client. Avant, pendant et après le parcours de votre entonnoir, vos cibles et futurs clients passent par différentes façons d'appeler ça cycle de vie du client. Si tout se passe bien, le cycle de vie de vos clients s'articulera de façon suivante. Premièrement, vos cibles ou suspects sont les personnes qui, d'après vous, seraient intéressées par votre offre. Vous allez donc les viser en les exposant à votre marque ou vos produits. Notez que tant que vous n'avez pas leur attention, vos cibles ne sont pas forcément au courant que votre offre existe. Deuxièmement, vos visiteurs sont des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par votre offre. Elles prennent en effet le temps de visiter votre site. Vos prospects, ce sont les personnes qui après avoir pris connaissance de votre offre, semblent les désirer. Elles sont potentiellement prêtes à vous payer votre offre. On l'utilise beaucoup dans le thème anglais lead. Ça, c'est le marché non consommateur relatif. Vos clients sont des personnes qui ont acheté chez vous. Vos clients sont des personnes qui ont acheté chez vous au moins une fois. Certains clients restent actifs et avec le temps et vous payent régulièrement pour votre offre. D'autres clients sont passifs. Votre challenge alors de les réactiver. Vos ambassadeurs sont souvent vos clients les plus fidèles. Ils ont été tellement satisfaits par votre offre qu'ils recommandent à d'autres autour d'eux, attirant ainsi de nouveaux visiteurs, voire les nouveaux prospects vers vous. Donc, notez que ces phases succèdent plus ou moins en fonction de l'efficacité de vos actions marketing. Plus une personne est loin dans le cycle, plus elle est précieuse pour vous. Pensez à la méthodologie AIDA pour convertir votre audience et clients. Puisque vos interlocuteurs ne sont pas à la même phase du cycle, ils n'ont pas tous les mêmes attentes. Dans la première partie, on a vu qu'une des forces du marketing digital était la personnalisation de la relation client. À vous donc de différencier votre communication et vos actions marketing en fonction de votre interlocuteur. Pour illustrer cette idée, disons que vous exposez une de vos cibles à votre marque et vos produits pour la première fois. Votre ambition finale est de faire d'un client fidèle. Pensez-vous que cette première exposition est le bon moment pour faire la promotion de votre programme de fidélité? Inversement, cela paraît-il logique d'adresser à des offres de découverte à quelqu'un qui est déjà un client? Dans un cas comme les autres, vous gaspillez votre temps et votre budget marketing. Pour éviter le gaspillage et attirer au maximum de votre budget marketing, je vous apprendre à séquencer et à prioriser vos actions avec le modèle AIDA. Le modèle AIDA se décompose en 5 phases. Attirer l'attention, susciter l'intérêt, stimuler le désir, faire passer à l'action et fidéliser pour faire recommander. Logiquement, les phases du modèle AIDA correspondent aux phases du cycle de vie du client que je vous ai présenté plus tôt. Oui. Cible visiteur, on voit les modèles un peu cycle de vie, cible visiteur, prospect, client, ambassadeur. Attention, intérêt, désir, action et recommandation. C'est 2 thèmes qui sont juste un peu utilisés différemment. On voit un modèle représentant une entonnoir de AIDA. Le modèle AIDA a mené vos clients à la catégorie de cible ambassadeur. Dans cette partie, on va voir comment le modèle AIDA nous aide à appréhender chaque phase de relation client profitera pour des notions incontournables et passant les techniques au modèle essentiel. Dans ce chapitre, vous avez découvert qu'une entonnoir de vente permet de visualiser le parcours de vos clients, que le cycle de vie de vos clients passer en phase plus progressive, cible, visiteur, prospect, client et ambassadeur. Que la méthodologie AIDA vous permet de faire passer vos audiences d'une phase à l'autre avec des stratégies pour attirer l'attention, susciter l'intérêt, stimuler le désir, faire passer
des actions opt-in, des recommandations. Voyons maintenant le détail de chacune des étapes de cet entonnoir et apprenons comment optimiser nos campagnes marketing afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Et c'est bon. Monsieur? Oui. Je viens de finir le module. C'est maintenant à vous d'expliquer. D'accord. Alors, on va entrer dans le set. Cette partie, c'est la meilleure partie. Hein. J'adore cette partie, surtout. Moi, j'aime beaucoup bizarrement. C'est ça que vous dites. Voilà. Gérer la relation client en ligne. À partir d'ici, tu vas être différent des personnes qui s'agitent là, qui s'agitent comme les mauvais esprits en ligne là. Tu vas leur demander, ils vont te dire qu'ils font le marketing digital. Maintenant que le plan marketing n'est plus un secret pour vous, je vais vous donner d'autres clés pour vous aider à exécuter ou à améliorer les outils d'analyse, l'entonnoir de conversion. Cette partie particulièrement, comme je dis, si tu étais ici à Douala au bureau, j'aime expliquer ça au tableau. Quand je suis en train d'expliquer ça aux élèves au tableau, tu vois chacun à la chair de poule en fait. Donc néanmoins, je vais me battre pour que tu sois dans la peau de quelqu'un qui est face à moi. Alors, d'accord. L'outil d'analyse, l'entonnoir de conversion, un concept fondamental, le cycle de vie du client, une méthodologie incontournable, AIDA. 3 éléments importants à retenir et à noter dans ton bloc-notes. Les 3 éléments. L'entonnoir de conversion, le cycle de vie du client et la méthodologie incontournable, AIDA. Cette partie a pour objectif de vous donner une vision plus globale sur la relation client en ligne. Avec cette perspective supplémentaire, il sera beaucoup plus facile pour vous de porter un regard critique sur vos actions et d'améliorer leur performance. Alors, analysez le parcours du prospect jusqu'à l'achat. On dit ceci. Analysez le parcours du prospect jusqu'à l'achat. En marketing digital, vous ferez beaucoup d'analyses et de tests. Pour chaque action marketing mise en place, vous devez comprendre pourquoi elle a fonctionné ou non. Est-ce que tu comprends, Yann? Tu dois savoir pourquoi tu as vendu et pourquoi tu n'es pas en train de vendre. Je ne sais pas si tu es avec moi là. Je suis avec vous, monsieur. Cette attitude vous permet d'optimiser vos actions, d'arrêter d'utiliser certaines techniques ou de commencer à en utiliser d'autres, d'ajuster vos prix, vos produits, votre stratégie de distribution. En d'autres termes, c'est en faisant des tests que vous finirez par trouver la stratégie qui vous permettra d'atteindre le mieux vos objectifs. Comment savoir quels sont les points forts et les points faibles de votre stratégie? Afin de tirer les conclusions pertinentes, vous devez voir votre marketing mix et l'ensemble de vos actions marketing comme un système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments considérés dans leur relation à l'intérieur d'un tout fonctionnant de manière claire. Autrement dit, voyez chaque élément de votre marketing mix et chaque technique marketing que vous allez illustrer comme étant indépendant sur le web ou ailleurs. Une stratégie marketing gagnante est avant tout une combinaison de bons choix marketing. Ça peut paraître abstrait. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est très normal. La notion de système est difficile à se représenter pour beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on utilise généralement la notion d'entonnoir. L'image d'entonnoir que tu vois devant toi là, n'est-ce pas? Quand on va entrer à la phase pratique de notre formation, tu vas comprendre à quoi renvoie cet entonnoir, mais je t'explique déjà. Tu constates que l'entonnoir est subdivisé en 1, 2, 3, 4, 5 parties, c'est ça, non?
Et chaque partie a une flèche qui redirige l'autre vers le bas, n'est-ce pas? Quand tu pars sur le marché du digital pour chercher tes cibles, les personnes que tu pars chercher là, la cible que tu pars chercher là, on les appelle une audience potentielle. D'accord? On appelle cette cible-là une audience potentielle. Quand tu as fini avec la partie de l'audience, de la cible, la suite, c'est des prospects. Donc, dans une audience potentielle, l'entonnoir que tu vois là, l'audience potentielle peut être, estimons que tu programmes une campagne publicitaire de ton produit de e-commerce et que tu as programmé sur une audience potentielle de 1 500 000 personnes. On se comprend? Tu as une audience potentielle de 1 500 000 personnes, des cibles que tu veux toucher. On se comprend bien. Tu as déclenché le trafic. Le trafic est en train de faire son chemin. Ça peut être sur Google Ads, ça peut être sur Facebook Ads, ça dépend. De toutes les façons, le trafic est en train de faire son chemin. Au cours du chemin, tu ne peux pas avoir les 1500 personnes à la deuxième étape. Pourquoi? Parce que les personnes que ça va toucher, comme c'est des êtres humains, on l'a vu plus haut, ce n'est pas des animaux que tu vas chercher, c'est des êtres humains. Donc, ils peuvent être intéressés par ton offre, comme ils ne peuvent ne pas être intéressés par ton offre. Mais tu peux les pousser, à être intéressés. On va voir ça plus bas. Si tu as eu 1500 personnes en audience potentielle, ton offre peut-être consistait à vendre donne-moi un produit, voir. Chrono de chargeur. Le Chargeur. Chargeur. Alors, supposons que tu as un chargeur la marque de chargeur que tu as, c'est les marques chargeurs Android. Voilà. Les 1500 personnes que tu as ne sont forcément pas intéressées par ton chargeur Android. Il y a une partie de personnes qui ne va pas s'intéresser à tes chargeurs Android parce qu'à 2 pas de leur maison, ils peuvent trouver ça facilement. Donc, ton audience va faire une perte de cible, disons, passer de 1 million à 500 000. Donc, tu as perdu 1 million de personnes en moins d'une fraction de seconde. Voilà, donc maintenant, il te reste 500 000 personnes. Les 500 000 personnes, en ce moment, sont plutôt tes prospects. Donc, voilà 500 000 personnes qui sont intéressées, qui, en fait, sont susceptibles d'acheter ton chargeur. Maintenant, dans la description de comment fonctionne ton chargeur, tu n'as pas dit ce qui a intéressé certaines. Peut-être d'autres personnes voulaient que tu dises que ton chargeur a aussi une possibilité d'avoir une recharge par rayon laser ou bien par plaque solaire. Je ne sais pas trop combien les Africains sont souvent très forts dans ce qu'ils recherchent. On ne sait pas souvent ce qu'ils recherchent. Donc, il y a des personnes qui peuvent dire qu'ils croyaient que ton chargeur peut-être avait la capacité que quand ça charge un téléphone sur le soleil, ça est en train de se charger aussi. Je ne sais pas trop. Donc, dans les 500 000 personnes, tu as encore perdu 200 000 personnes. Donc, ces personnes sont quittées. Ils ont quitté ton entonnoir. C'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure, ton entonnoir s'amincit parce qu'ils ont quitté ton entonnoir. Tu quittes donc de cette phase de prospect-là, tu atterris à la phase de client. Voilà, il te reste 200 000 personnes. Ces 200 000 personnes sont les clients. Ça, c'est les personnes qui ont été intéressées par la description de ce que ton affaire fait, de ce que ton chargeur peut leur apporter comme aide. Alors, parmi les 200 000 personnes qui sont tes clients, tu réussis à les satisfaire, ils sont contents. Entre-temps, donc maintenant, au lieu que les 200 000 personnes-là restent toujours avec toi comme client fidèle, tu perds 150 000 personnes. Voilà. Il te reste 50 000 personnes. Les 50 000 personnes qui te restent là, ce sont tes ambassadeurs. C'est les gens qui ont utilisé ton chargeur et sont contents de toi. C'est les gens qui ont utilisé ton chargeur et aiment la personne que Yann est. C'est les gens qui ont utilisé ton chargeur et aiment quelque chose de Yann. Peu importe, mais ils aiment quelque chose de Yann. Ils sont restés ambassadeurs de ta marque. C'est les personnes qui te recommandent. C'est la raison pour laquelle ton entonnoir commence à être grand. Ça mincit jusqu'à ce que tu obtiens un petit bout à la fin.
parce que les cibles sont sorties de ton entonnoir au fur et à mesure. Si un seul instant, tu as la capacité de conserver cette audience potentielle de 1 500 000 jusqu'à la fin, ton entonnoir ne s'amincira pas. Ton entonnoir restera carré. On se comprend bien, non? Ton entonnoir va rester tout simplement carré parce que tu as maintenu l'audience potentielle jusqu'à la fin. Mais comme tu ne peux pas maintenir l'audience potentielle jusqu'à la fin, ton entonnoir s'amincit, 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 s'amincit jusqu'au niveau des ambassadeurs. Donc, l'entonnoir de conversion, aussi appelé tunnel de conversion, est un schéma qui permet de visualiser le parcours d'un visiteur étape par étape jusqu'à ce que celui-ci soit converti. Selon vos objectifs, le mot convertir peut vouloir dire différentes choses. Vous pouvez vouloir convertir votre visiteur en simple utilisateur, en abonné, en client, en donateur, en recommandateur. Ça dépend de toi. Un instant, je reprends l'appel, je viens.